RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Donc voici la charpente. La 10e édition du festival Amagne aura bel et bien lieu, contrairement à la décision du 12 novembre dernier. Le maire de la ville de Goma, qui réautorise ce rendez-vous culturel, évoque dans un communiqué ce qu'il qualifie d'une situation sécuritaire gérable. Les assises portant sur les débats africains sur l'intelligence économique ont été lancées ce vendredi à Kinshasa. Plusieurs personnalités du monde scientifique, les opérateurs économiques ainsi que les responsables de plusieurs institutions de la RDC et d'autres pays africains y prennent part. Les avenues Kidiaming, Iveco et du fleuve au quartier Kingabois dans la commune de Lumité refont peau neuve. Les travaux de leur réhabilitation avancent normalement à la grande satisfaction de la population. Celle-ci déplore néanmoins l'abandon de l'avenue Kulumba. Je viens de l'annoncer au Nord Kivu, la mairie de Goma réautorise enfin le déroulement de la 10e édition du festival Amani qui aura lieu du 16 au 17 novembre. Décision prise après des échanges avec les organisateurs prévus du 14 au 17 novembre 2024. Ce rendez-vous culturel a été annulé en raison des préoccupations sécuritaires. Dans un communiqué signé par le maire policier intérimaire de Goma, Faustin Kapen Kamand, la mesure d'annulation prise le 12 novembre a été levée. Il évoque cependant une situation sécuritaire gérable. Fin du projet travaux en haute intensité des main-d'œuvre TIMO en sigle et du processus de désarmement des démobilisés dans sa première phase au site de cantonnement de Diango à 7 km de la ville de Bunia. Le jeudi 14 novembre 2024, 174 ex-combattants ont reçu des kits et une somme de 250 $ américains pour leur auto-prise en charge. Une cérémonie présidée par le commandant de la 32e région militaire, le général-major Urbain Tambouka Bamé, accompagné de la MONUSCO et de membres du comité provincial de sécurité. Jolie Palmer pour le reportage. Après avoir passé environ 2 ans au site de Diango, situé à 7 km de la ville de Bunia, enfin, ils vont regagner leur milieu d'origine. Au nombre de 174 ex-combattants, dont 5 femmes, issus de groupes armés Codeco, FRPI et FPIC, ont reçu chacun des kits civils et de l'argent pour leur autoprise à charge. Un signal fort pour ces jeunes égarés dans des groupes armés de saisir une opportunité au cours de ce programme des DDRCS, indique le commandant de la 32e région militaire, le général-major Urbain Tambouka Bamé. À vous, ex-combattants, qui sortez de Diango, aujourd'hui, nous vous exhortons d'être désormais le vecteur de la paix, les acteurs de développement de vos communautés respectives, pour donner un sens au sacrifice que vous avez consenti en restant à Diango malgré tout ce que vous y avez enduré. Ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre exécutés par l'Organisation internationale des migrations OIM ont permis la réhabilitation des routes de dessert agricoles, notamment l'axe Kundachari, Mwangalipri, qui alimente la ville de Bunia en vivre pour une durée de 2 mois. Signalons qu'après ces projets, ces démobilisés se redéploient dans leurs communautés respectives en attendant l'effectivité du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale.
Territorial toujours, les experts et délégués de province évaluent les recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs en prévision de la 11e qui aura lieu à la fin du mois de novembre en cours. Les travaux lancés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, vont prendre 3 jours et permettront aux participants de confronter les résultats des données fournies par les représentants de chaque province pour permettre aux décideurs d'orienter la politique nationale selon les réalités de terrain. Suzy Kibira Omari. Ces assises ont été ouvertes en prévision de la 11e session de la conférence des gouverneurs prévue pour la fin de ce mois de novembre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a été honoré de la présence des experts provinciaux et nationaux. Le secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs, Jean Rigobert Chimanga Musungai, a dans son intervention salué l'apport des acteurs dévolus dans la confrontation des résultats des données fournies par les délégués des provinces. À son tour, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, a tiré une sonnette d'alarme en relevant le faible taux d'exécution des précédentes recommandations qui du reste préoccupent le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cet atelier, en effet, qui se tient ce jour, après 2 autres ateliers organisés à Kinshasa, du 3 au 4 octobre 2024, et du 28 au 29 octobre 2024, avec les acteurs de la mise en œuvre du niveau national, nous permettra de poser un diagnostic exact du niveau d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province qui s'est tenue à Kinshasa du 15 au 16 novembre 2023. Les experts qui préparent déjà la 11e session de la conférence des gouverneurs devront évaluer l'état d'exécution des 79 recommandations formulées à la 10e session de la conférence des gouverneurs. 3 commissions avaient été reparties quant à ceux sectionnés en questions politiques, administratives, sécuritaires, juridiques et culturelles d'une part, reconstruction infrastructure d'autre part, ainsi que socio-économique et financière de l'autre. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a exhorté les experts à se mettre au travail pour produire des résultats devant permettre au chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs d'orienter la politique de la nation selon les réalités de terrain. Et les députés provinciaux ainsi que les présidents des assemblées provinciales du Maniema, de la Tchopo et du Sankourou ont eu une séance de travail pour préparer la réunion ordinaire du comité de coordination du site Kokosi, en sigle. Ces assises qui débutent ce 15 novembre ont pour objectif assurer la transparence et la participation de toutes les parties prenantes à la prise des décisions sur la gouvernance des aires protégées. Suivez ce reportage de Roger Ebolinda, notre correspondant. Lancement ce vendredi 15 novembre 2024 à Kindu du forum ordinaire du comité de coordination du site Kokosi en sigle. La réunion se tient à l'amphithéâtre de l'Université de la Haute Technologie Mapon sous l'initiative de l'Institut congolais pour la conservation de la nature où 3 présidents des assemblées provinciales du Maniema, de la Tchopo et de Sankourou prennent part. Cette rencontre a pour objectif d'assurer la transparence et la participation de toutes les parties prenantes à la prise de décisions sur la gouvernance des aires protégées à travers le Kokosi. Lambert Makunju, président de l'Assemblée provinciale de Sankourou, et son collègue de l'organe délibérant de la Tchopo, Mathéus Kanga, sont arrivés ce vendredi à Kindu pour prendre part à cette réunion. Aussitôt foulé les sols de la capitale de la province de Kambelembele, l'honorable Makunju s'est confié à la presse dont je vous convie de le suivre. Les collègues de Tchopo et moi-même nous sommes invités par l'UCCN pour une activité avec le panel, donc comme ça que nous venons d'atterrir sur l'accueil de notre collègue de Maniema. Bon, un début d'une nouvelle collaboration, d'abord interinstitutionnelle, les questions de gestion de forêts ou de territoires, de patrimoine de ces provinces maintenant peuvent être gérées de manière officielle par des canaux interinstitutionnels. Donc voilà.
De retour à Kinshasa, l'UNICEF poursuit son programme en République démocratique du Congo en renforçant ses stratégies. 1,5 milliard de dollars américains, c'est le fonds alloué au nouveau programme du quinquennat de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Cette question a constitué l'objectif des échanges entre la vice-ministre aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Grace Yamba Kazadi, et le représentant pays de l'UNICEF. Les détails dans ce reportage. 1,5 milliard de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée au nouveau programme quinquennal de l'UNICEF RDC pour un nouveau cycle de coopération mis en place de manière consultative avec une expansion territoriale et des changements drastiques visant le renforcement de la protection de l'enfant en RDC. La question a émaillé ces échanges entre la vice-ministre aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Grace Yamba Kazadi, et les représentants pays de cet organisme des Nations Unies, arrivés au terme de son mandat en RDC. Grant Philippe a tenu à passer en revue les volets du nouveau cycle de coopération qui prévoit notamment l'expansion dans de nouvelles provinces, à savoir les Kasaï, les Sankourou et les Maniema, les renforcements des actions dans les zones touchées par les conflits, ainsi que les épidémies telles que les Mpox. Au niveau national, ces programmes prévoient les renforcements du système national et de protection de l'enfant en collaboration avec les structures étatiques. Par rapport au nouveau cycle de coopération entre l'UNICEF et le RDC, qui était approuvé de manière unanime lors de notre conseil d'administration en septembre à New York. Ce programme était quelque chose qui a été développé de manière consultative avec le ministère et ça vient avec un engagement d'environ 1,5 milliard pour les 5 ans à venir. Donc, c'était l'opportunité d'expliquer quelques changements dans les priorités, comme de nouveaux axes en renforçant la protection de l'enfance en vue du départ de MONUSCO qui est prévu. Ces représentants pays de l'UNICEF a saisi également l'occasion pour signaler l'arrivée dans les prochains jours de son remplaçant en attente d'accréditation, tout en soulignant que l'UNICEF RDC était pleinement engagé à optimiser l'utilisation des ressources disponibles en faveur des enfants de la République démocratique du Congo. Dans un autre secteur, les projets de loi portant réédition des comptes 2023 et des finances rectificatives 2024 envoyés à la commission ECOFIN pour un examen approfondi, c'est l'essentiel à retenir de la plénière de jeudi 14 novembre présidée par Jean-Michel Samaloukonde, speaker de la Chambre haute du Parlement. Suivez. Sous la conduite de son président, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, le Sénat a entamé jeudi 14 novembre 2024 l'examen de 2 portants textes de loi tels qu'inscrits au calendrier des travaux de la session de septembre 2024. Il s'agit du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2023 et les projets de loi des finances rectificatives exercice 2024. Au nom du gouvernement, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, et son collègue des finances, Doudou Fouamba, se sont livrés à cet exercice de redevabilité pour présenter l'économie de ces 2 textes de loi que le Sénat examine en seconde lecture après l'Assemblée nationale. Intervenant le premier, le ministre des Finances Doudou Fouamba a présenté l'économie du projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances 2023. Il s'est apaisanti sur 3 points importants, notamment la synthèse du projet de loi, la situation consolidée des financements et les principales articulations du projet de loi. Doudou Fouamba a indiqué que le projet de loi des finances 2023 a été exécuté dans un contexte marqué par l'organisation des élections de décembre 2023. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, le conflit communautaire sans oublier la situation socio-économique, marquée par la poursuite de la mise en œuvre de différents programmes importants de développement, notamment les PEDEL 145 territoires, la gratuité de l'éducation de base, la couverture santé universelle. Invité à présenter l'économie du projet de loi des finances rectificatives 2024, les
Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a fait savoir que l'élaboration de ce projet de loi des finances rectificative est justifiée par des changements majeurs introduits par 4 effets majeurs. À en croire Aimé Boji, le projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 44 410 milliards 410 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains, et dégagé équivalent de 15,8 milliards de dollars américains et dégage un accroissement de 8,4% par rapport au budget initial, chiffré à 44 986 milliards de francs congolais. Après les réponses des membres du gouvernement, les 2 projets de loi ont été confiés à la commission ECOFIN qui a un délai de 7 jours pour un examen approfondi. Venons-en au développement du secteur privé en RDC qui était au cœur des échanges entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale, l'IFC, entend accompagner le gouvernement congolais en finançant plusieurs projets et à travers son expertise dans le développement durable. Reportage. Au cours de cette audience, le vice-président de l'Afrique pour la Société financière internationale, IFC, Sergio Pimata, a présenté à la première ministre Judith Suminwa les résultats impressionnants des efforts déployés par sa société depuis sa dernière visite en 2021 en RDC. À 3 ans seulement, IFC a mobilisé plus de 550 millions de dollars pour financer des projets et conseiller les entreprises sur des questions cruciales de développement, a affirmé Sergio Pimata. Il a également souligné la volonté de sa société d'intensifier ses efforts en RDC à travers un financement accru et l'apport d'expertise précieuse au secteur privé. Et nous avons également en 3 ans déployé plus de 550 millions de dollars de financement ainsi que du travail de conseil pour conseiller les entreprises sur leurs questions de développement. Et nous avons parlé évidemment de nos projets d'avenir, de ce que nous pouvons faire plus. Et je vois vraiment qu'il y a des opportunités de soutenir le secteur privé congolais et les investissements au Congo de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus importante à l'avenir, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures de télécommunications, dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agriculture, et évidemment dans le secteur de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, tout particulièrement celles détenues par les femmes. Après cet échange avec la première ministre Judith Suminwa, Sergio Pimata a noté que les priorités de l'IFC s'alignent étroitement avec celles du gouvernement. Ainsi, IFC s'engage à travailler main dans la main avec le secteur privé dans les pays en développement pour créer des marchés et des opportunités durables pour tous en mettant à disposition des ressources financières et son expertise pour surmonter les défis de développement. Et Kinshasa accueille un grand rendez-vous sur l'intelligence économique. Ce vendredi 15 novembre ont été lancées les assises du débat africain de l'intelligence économique sous le thème « L'intelligence économique au cœur des défis de la RDC ». Les institutions étatiques, les scientifiques ainsi que les opérateurs économiques de la RDC et d'autres pays africains ont pris part à ce premier jour de réflexion porté sur le développement économique en RDC et en Afrique à travers les panels spécifiques. Intervenant dans le panel 3, Didier Nkoni, représentant de Thierry Katambwe Mbala, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a souligné l'importance du lobbying au service des acteurs économiques et des institutions en République démocratique du Congo. Reportage Megui Kabembo, Rodrigue Ekofo. La 3e édition du débat africain de l'intelligence économique, organisée par l'Institut africain de réflexion stratégique, qui s'est ouvert ce vendredi 15 novembre, rassemble plusieurs autorités étatiques, scientifiques et chefs d'entreprise, tant privés que publics, en vue de proposer des résolutions basées sur l'intelligence économique dans le secteur clé du développement de la RDC et en Afrique, notamment le secteur de la transition numérique. Plusieurs autres secteurs ont été abordés lors de différents panels, notamment le développement des milieux ruraux, les secteurs de transport, l'économie verte, les finances publiques. Dans le panel 3,
Thierry Katembwe, expert en infrastructure et coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, s'est fait représenter par Didier Kioni, son conseiller principal adjoint, qui a exposé sur les sujets influence et lobbying au service des acteurs économiques et des institutions de la RDC. On a toujours tendance à avoir des visions fantasmées de ce concept en pensant qu'il est lié à l'espionnage, à l'occulte, etc. Alors que pas du tout. C'est tout simplement de la gestion de l'information stratégique dans un objectif de compétitivité pour les acteurs économiques, dans un objectif d'efficience pour les institutions publiques, d'efficacité pour la société civile. Et donc, c'est tout simplement une méthode de réflexion, une méthode d'analyse pour pouvoir permettre la maîtrise de son environnement pour pouvoir évoluer dans des bonnes conditions dans son activité, quelle qu'elle soit. Ces premiers jours d'échange a permis aux participants d'être suffisamment outillés dans le mécanisme de la révolution économique locale afin de développer les pays de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Je l'annonçais dans le sommaire à Kinshasa, les travaux de réhabilitation des avenues Kidiaming, Iveco et du fleuve au quartier Kingabwa dans la commune de Limité vont bon train, à la grande satisfaction des habitants du coin et des usagers qui saluent l'initiative des autorités urbaines. Cependant, cette dynamique positive est assombrie par la situation de l'avenue Kulumba qui demeure dans un état d'abandon. Elvis Ebama, qui a fait le constat, vous propose ce reportage. Les efforts déployés par l'autorité de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, pour réhabiliter les avenues Kidiamingi, Iveco et du fleuve situés au quartier Kingabwa dans la commune de Limité sont salués par les habitants de cette municipalité et des usagers. Ces artères délimitées vont permettre l'amélioration considérable de la circulation. Moi, j'apprécie ça. Moi, il nous était difficile de rejoindre nos lieux de travail à cause de mauvais état de route. Donc, maintenant, c'est savoir. Parce que même quand il a plu, vous voyez que nous passons librement. Cependant, cette dynamique positive est assombrie par la situation de l'avenue Kulumba qui demeure dans un état d'abandon malgré plusieurs lancements de travaux de réhabilitation. Ces cas soulèvent des inquiétudes dans les chefs des habitants. La population de Kingabwa exprime un besoin urgent de suivre et de responsabilité de la part des autorités. Ils lui demandent des mesures concrètes pour éviter que des projets aussi cruciaux ne soient abandonnés et pour garantir que les travaux de réhabilitation soient menés à terme. Vraiment, c'est une maladie. Du moins qu'il y ait la suivi. Si l'État verse quelque chose pour la réhabilitation de la route, il faut qu'il y ait suivi. Dans des pays où je suis allé, si on a commencé la réhabilitation, il faut qu'il y ait une suivi jusqu'à la fin. Alors que certaines avenues de Kingabwa sont en pleine transformation, l'avenir de l'avenue Kulumba reste certain. Les habitants espèrent que les autorités prendront compte de leurs préoccupations et agiront pour assurer la continuité des travaux afin que chaque coin de la commune puisse bénéficier de l'amélioration tant attendue. Kinshasa et Zobonga, la ville de Kinshasa va s'embellir. Tel est le credo de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Attendons voir. La RDC est représentée à la 32e session ordinaire du Conseil de ministres Africa Rice à Antananarivo par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique Gilbert Kabanda Kourenga. Le patron de la recherche croit dur comme fer que la collaboration multisectorielle permettra d'améliorer la résilience du système alimentaire. La nécessité des parties prenantes à ces assises est de respecter les engagements pris en faveur de l'autosuffisance en riz grâce à la transformation du système agroalimentaire basé sur le riz. Suzy Bera Omari pour les détails. Les ovations ont marqué la 33e session ordinaire du Conseil des ministres d'Africa Rice, marquée par la participation des représentants du Bénin, de Madagascar, pays hôte, du Nigeria, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, le Libéria, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo.
Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique, a porté la voix de son pays, le Congo démocratique, à ces assises qui visent la nécessité de respecter les engagements pris en faveur de l'autosuffisance en riz grand à la transformation des systèmes agroalimentaires basés sur le riz. Pour le patron de la recherche, transformer le système à base de riz en Afrique et garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique est indispensable pour appliquer une approche holistique intégrée en impliquant des collaborations multisectorielles, des politiques adaptées, des investissements ciblés et une sensibilisation accrue. Le patron de la recherche est convaincu qu'en agissant de manière concertée, il est possible d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires et d'assurer une nutrition adéquate pour les populations africaines. Et s'agissant des investissements dans la recherche et la technologie, Gilbert Kabanda Kourenga a suggéré de développer des variétés de riz adaptées aux conditions climatiques changeantes telles que la sécheresse ou l'inondation. Les nouvelles technologies telles que l'irrigation goutte à goutte et les technologies de culture de conservation, sans oublier la nécessité d'améliorer les infrastructures rurales par la construction des routes, des entrepôts et de systèmes de stockage qui facilitent l'accès au marché et minimiser les pertes après la récolte ont été proposés par Gilbert Kabanda Kourenga. Il a également évoqué la formation des agriculteurs sur les pratiques agricoles durables et résistantes au climat, mais aussi la sensibilisation des consommateurs par la promotion responsable et diversifiée, incluant le riz comme élément central d'une alimentation équilibrée. Et les chefs des confessions religieuses de la province du Haut-Katanga qui soutiennent la démarche de la révision constitutionnelle ont remis officiellement leur déclaration ce vendredi 15 novembre 2024 dans ce sens au président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kabwe Mwanba. Suivez leur déclaration à la sortie de leur audience. La Constitution n'est pas un Coran, ni la Bible. Si dans nos églises nous avons les statuts, que nous révisons d'autres dispositions, c'est seulement pour la loi mère qu'on ne peut pas revoir. Pour le bien de notre peuple, nous avons jugé bon d'encourager cette démarche. Et puis aussi, nous avons estimé que s'il y a les gens ayant des avis contraires, pendant le temps d'élaborer ça, ils peuvent se joindre et donner et défendre pourquoi on ne peut pas revoir certains articles de la Constitution. Donc, les chefs religieux, les leaders que nous sommes, notre démarche était d'encourager, de revoir certains articles de notre Constitution. Telle est la position d'abord de notre Église indépendante ainsi que de toutes les confessions ici. C'est pour le bien de notre peuple. Parce que ce peuple sur qui nous prêchons, sur qui nous prions tous les jours, ils doivent quand même être dans la paix, dans la joie, sécurisés. Alors si, comme le chef de l'État l'avait dit, si vraiment il était animé de l'Esprit de Dieu pour qu'on retouche, qu'on revoie, donc les bénéficiaires c'est le peuple. Nous qui gérons le peuple, on ne peut pas avoir une obstruction par rapport à ça. Dans le secteur médiatique, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dirigé par Christian Bosembe, Lokando a totalisé 2 ans ce vendredi 15 novembre 2024 depuis son installation en 2022. Quel bilan et perspective pour cette équipe dirigeante? Christian Bosembe, président du CESAC, parle de plusieurs réalisations, notamment la valorisation de cette institution d'appui à la démocratie. Il entend aussi engager davantage des réformes pour une régulation responsable des médias congolais. Suivez Christian Bosembe au micro de André Ikoma. Première question, c'était de répertorier les médias dans leur ensemble, d'évaluer le travail qui avait déjà été fait par nos prédécesseurs. Et c'est ce qui a été fait. Après, c'était d'abord les conférences qu'il fallait organiser, les ateliers, parce que la plus grande réforme, elle est d'abord mentale, ou si vous voulez, professionnelle. Et nous avons organisé à notre actif à peu près 6 ateliers déjà, ce qui est un record par rapport au petit temps qu'on a eu à faire. Et donc, avec autant de rigueur, autant de fermeté sur la question. Et nous pouvons mettre dans notre actif aussi ce côté un peu... ce respect de la loi maintenant, on va dire peut-être pas totalement, mais
en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans le média, vous voyez quand même qu'il y a une certaine retenue. Les journalistes ont quand même une certaine retenue. Ils se disent maintenant il y a un régulateur, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et même sur les réseaux sociaux, vous entendez les gens dire, ben écoutez, on ne va pas faire ceci parce que le CESAC est là. Donc on a quand même renforcé la présence du CESAC et nous avons contribué à sa vulgarisation. Le CESAC aujourd'hui est connu, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a quand même eu des choses qu'on a eu à faire, mais les grandes réformes, nous allons les entamer à partir de l'année prochaine. Parce que vous savez, les réformes, ça demande beaucoup de choses. Ça demande et les moyens, et le temps, et la disponibilité. Et c'est des choses que nous avons et nous allons le faire. Voilà, comme qui dirait, on est mieux servi que par soi-même. Place maintenant donc au rappel des titres. La 10e édition du festival Amani aura bel et bien lieu. Contrairement à la décision du 12 novembre dernier, le maire de la ville de Goma, qui réautorise ce rendez-vous culturel, évoque dans un communiqué ce qu'il qualifie d'une situation sécuritaire gérable. Les assises portant sur les débats africains sur l'intelligence économique ont été lancées ce vendredi à Kinshasa. Plusieurs personnalités du monde scientifique, les opérateurs économiques ainsi que les responsables de plusieurs institutions de la RDC et d'autres pays africains y prennent part. Sur le plan local, les avenues Kidiaming, Iveco et du fleuve au quartier Kingabwa Limité refont peau neuve. Les travaux de leur réhabilitation avancent normalement à la grande satisfaction de la population, mais celle-ci déplore néanmoins l'abandon de l'avenue Kulumba. Fin de cette grande édition d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre, en tout cas au-dessus du programme sur la RTJA. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.